Bonjour Gabriel Plassat, donc vous êtes le fondateur au sein de l'ADEME de la Fabrique des Mobilités, qui est un espace, on pourrait dire un tiers-lieu, enfin un espace d'open innovation réunissant tous les parties prenantes de la mobilité, les acteurs privés, les acteurs publics, les citoyens, les associations, autour de cette question absolument fascinante qui est la mobilité. Alors il faut déjà rappeler que l'homme, c'est un animal mobile, c'est l'animal, c'est le seul animal pratiquement, enfin à ma connaissance. Quand j'ai travaillé sur cette question de mobilité, j'étais surpris, c'est le seul animal à être sorti de sa niche écologique, à avoir exploré tous les espaces de la planète, qu'elles soient chauds, froids, avec de l'herbe, avec des arbres, etc. Et c'est un animal extraordinairement mobile, l'être humain. Et effectivement, dès qu'on voit, dès que quelqu'un a un peu plus de moyens, il investit très singulièrement dans la mobilité. Oui. Donc cela pose plein de questions d'ailleurs en termes de développement écologique, puisque effectivement cette mobilité croissance fait que, par exemple, quelqu'un me disait qu'il y avait 1 million, à chaque instant, il y a 1 million de personnes dans les airs, c'est juste. Ouais, en train dans l'avion. J'avais cet ordre de grandeur-là, ouais, à peu près. C'est effarant, c'est-à-dire qu'il y a 1 million d'êtres humains à cet instant qui sont dans les airs en train de voyager en avion, par exemple. C'est remarquable. Oui, et puis ça touche... Sans parler des trains. Alors les trains, c'est de l'ordre de centaines de millions, parce que les trains, ça permet justement de déplacer non plus des millions de personnes, mais des centaines de millions de personnes. Et c'est pour ça que la Chine a fait le choix d'installer sur l'ensemble du territoire chinois chaque année l'équivalent d'un réseau de TGV français. Et ils s'apprêtent à partir à la conquête du monde avec leur TGV ultra rapide, le train à grande vitesse, hein, d'ailleurs qui ne s'appelle pas obligatoirement TGV, je crois que c'est une manière. Alors, comment vous voyez cette mobilité du futur, vous qui êtes dans cela à chaque instant depuis 3 ans? Oui, disons qu'aujourd'hui, vous avez raison, la mobilité, le propre de l'homme, ça va être de maximiser son temps libre. Et donc, dès lors qu'il a la possibilité, ça va être quand même de se déplacer pour rencontrer des gens ou vivre des situations qui lui semblent désirables. Et donc, des idées du numérique, ça avait été de dire qu'avec le numérique, on se déplacera moins parce qu'on fera des choses à distance. C'est vrai. Mais avec le numérique, on connaît plus de monde, on a des réseaux étendus encore plus grands qui légitiment le besoin de se déplacer et de rencontrer ces personnes dont on a envie de... Et aussi de garder le contact ultérieurement en plus. C'est ça. Donc tout ça conduit effectivement à une appétence de mobilité qui semble infinie et donc des problèmes de congestion, de pollution, de concentration sur le pétrole, etc. et qui sont des défis qu'aujourd'hui on a du mal à... 80% de la mobilité est faite à partir du pétrole, on m'a dit. Pétrole et un petit peu d'électricité, mais surtout du pétrole. Donc comment on se sort de ça? Eh bien... alors le pétrole réchauffant la planète, enfin, effet de serre, et donc nécessité de décarboner, de quitter le pétrole, d'où les voitures électriques qui, paradoxalement, peuvent très bien fonctionner au charbon, ce qui est encore pire que le pétrole. Voilà, donc ça, il faut voir ça effectivement sous l'angle global. Mais la Fabrique des Mobilités est un dispositif pour permettre à l'écosystème de la mobilité d'être plus performant. Donc chaque acteur dans sa spécialité fait des progrès incrémentaux, c'est nécessaire, mais probablement pas suffisant. On a besoin collectivement, collectivités, acteurs industriels, laboratoires, écoles, start-up, de partager un certain nombre de ressources pour aller plus vite, pour ne pas avoir à refaire à chaque fois un certain nombre de choses. Et donc l'objectif de la fabrique, ça va être de développer des briques ouvertes, mutualisées, dans différentes communautés d'intérêt, donc la communauté du vélo, du covoiturage, de la voiture connectée, etc., pour permettre en fait aux entrepreneurs de réduire leurs efforts sur ce sujet-là, de mutualiser des dépenses, peut-être de créer des standards, et de permettre aux prochains de bénéficier de ces ressources-là pour imaginer des solutions et innover plus vite ensemble.
Alors on appelle cela de l'open innovation, oui. Où on parle souvent d'open source d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a le droit, la source est ouverte, etc. Voilà, c'est vrai dans le domaine des droits littéraires ou surtout dans le domaine des droits logiciels, oui. Etc. Est-ce que c'était facile de lancer ça en France? Parce que justement, est-ce qu'il n'y a pas un frein culturel en France là-dessus? Alors, le pari qu'on avait fait, effectivement, il y a 3 ans, ce sujet, c'était plutôt un pari. On a commencé en avançant. On a démontré que dans des communautés, on arrivait à amener des acteurs qui sont en compétition à s'accorder, à dire oui, cette ressource-là, on en a tous besoin et on a intérêt à la faire ensemble, à la partager. Donc ça, on montre que c'est faisable. On observe aussi qu'à l'étranger, il y a des acteurs comme Beidou en Chine, qui a fait le même choix. Ils ont décidé de mettre en open source le développement de leur solution de voiture autonome, l'autopilote, pour aussi aller plus vite et amener un grand nombre d'acteurs à l'utiliser. Et donc on peut se dire que de plus en plus d'acteurs, même dans un secteur industriel qui est plutôt basé sur le brevet, la propriété intellectuelle et la protection, a intérêt à investir ce champ-là. Et s'il ne le fait pas, il perd un avantage compétitif par rapport à d'autres écosystèmes. Ils sont en train de le comprendre. Et donc tout le métier de la fabrique et son objectif, c'est voilà, une démarche de faire comprendre, d'apporter cette parole-là, d'amener dans des projets très concrets les acteurs à pouvoir le faire, à capitaliser et à héberger ces ressources ouvertes quand c'est nécessaire. Alors là, vous évoquiez pendant le déjeuner où on préparait cette émission une rupture extraordinaire et c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui n'est pas expert du domaine de mesurer la rupture que ça représente. Et paradoxalement, y compris pour quelqu'un qui est expert du domaine, c'est le basculement de ce verrou, de cette création de valeur clé qui était le moteur, à la plateforme. Et c'est des métiers complètement différents. Il y en a un, il s'agit d'énergie, de métal, de combustion, de haute température, et l'autre, c'est de l'information, du software, c'est de l'animation de communauté. Et ce que vous me disiez, vous disiez, les grands constructeurs automobiles, évidemment, ne se rendent pas du tout compte que demain, les grands opérateurs d'automobiles, les grands vendeurs de création de valeur de mobilité, ça va être les plateformes, voire Uber ou Google. Google, oui, c'est un des risques et c'est pour ça que la fabrique œuvre pour éviter que cette vision ne se réalise, mais c'est probablement la plus probable. Le moteur électrique qui remplace le moteur à combustion enlève la principale barrière et ouvre une multitude d'acteurs qui peuvent fabriquer une voiture électrique urbaine. D'où la réussite de Tesla. C'était impossible que Tesla réussisse avec un moteur à explosion. Ça lui aurait coûté des milliards avant même de pouvoir mettre une voiture. Facile, Et si vous imaginez en plus une voiture urbaine, c'est-à-dire plus petite, plus légère, eh bien l'objet technique est beaucoup plus facile à réaliser. Dyson, par exemple, vient d'annoncer qu'ils allaient faire, après des aspirateurs, une voiture électrique. Une fois qu'on enlève cette barrière à l'entrée... En plus aspirateur, donc ça nettoiera la vie. Voilà. On se dit que la vraie valeur, en fait, c'est la gestion de la cohorte de voitures et de l'accès, du facilité d'accès à la voiture, du paiement, etc. Et finalement, c'est une gestion de service gérée par des plateformes numériques. Et la valeur, en fait, quitte progressivement l'objet véhicule pour aller vers le service de mobilité. Et on appréciera un service où il est facile d'utiliser, facile de payer, etc. Et donc, l'acteur probablement qui va bien se positionner au niveau de la chaîne de valeur, c'est celui qui va être en contact avec les citoyens pour lui proposer ce service de mobilité distribué et facile à utiliser. Et donc, c'est effectivement un métier qui est radicalement différent. Si on regarde les grands ordres de grandeur, une voiture, ça se vend une fois tous les 8 ans à un client moyen qui a 55 ans, une voiture neuve. Et la mobilité, ça se vend 3 ou 4 fois par jour à tout le monde. Donc, ce n'est pas du tout la même relation au client, la même relation, qualité de service, etc. On est dans 2 mondes complètement différents. Complètement différents. Donc, peut-être ça va être l'occasion de faire la transition pour la prochaine vidéo où on va parler du futur. Donc, grande rupture à l'horizon, la rupture de la plateforme, du logiciel, de l'informatique qui, comme dans beaucoup de secteurs, est en train de tout transformer, de tout changer, de tout métamorphoser.
Donc, comment, dans les années qui viennent, la mobilité va évoluer? Essayons de donner à voir concrètement à quoi ça peut ressembler demain, un monde dominé non plus par le moteur à l'explosion, mais des voitures électriques gérées par des plateformes et circulant évidemment sans conducteur. À quoi ça ressemble ce monde-là? Merci, Gabriel Plassat.